Eh bien, bonsoir pour cette dernière démonstration du week-end, donc avec la patine et le vieillissement d'un véhicule. Alors, comme on a peu de temps, on va peut-être pas faire patine et vieillissement, on va essayer d'aborder un petit peu différentes choses, différentes façons de faire, de façon à ce que vous ayez un petit aperçu de ma méthode, mais en fait qui est une méthode partagée, qui est reprise, que j'ai repris moi-même de certaines écoles, etc. Qui n'est pas forcément la méthode définitive, hein. Chacun peut inventer sa propre méthode et trouver une alternative, quelque chose de mieux que ce que je ferais de toute façon. Donc voilà, c'est une façon de faire. Donc vous partez d'abord sur un véhicule que vous avez patiemment monté et peint. Donc en faisant des dégradés ou en n'en faisant pas, ça c'est à chacun de voir ce qui lui plaît, de façon à avoir une base sur laquelle vous allez pouvoir faire du vieillissement. Donc là on a un SU 85 de chez Tamiya qui doit dater de 74 que j'ai modestement amélioré et donc sur lequel on va essayer de travailler un petit peu. Alors pour l'occasion j'ai utilisé donc des chenilles Frioul, donc des chenilles métalliques de chez Frioul Model. Donc un des premiers aspects du vieillissement, c'est le vieillissement de ces parties-là. Alors pour ce vieillissement-là, et pour obtenir ce résultat donc naturel, donc j'utilise plus du tout de peinture en fait. Il y a quelques années, je peignais mes chenilles en métal en fait, en les apprêtant et en les peignant dans différentes teintes de brun et de gris. Aujourd'hui, en fait, j'utilise du metal burnishing. Donc, c'est des produits qui existent sur différentes marques. C'est pour ça, là, je l'ai oublié, hein, donc je ne l'ai pas à vous le présenter. Mais là, en ce moment, j'ai du AK à la maison. J'ai utilisé du Ushi également. Et mon ami Mathéo me parlait d'un super produit chez Adam Wider qui était assez concentré et dont il fallait se méfier justement dû à la concentration. Donc, c'est un produit en fait qui se présente dans une fiole qui va ressembler un petit peu à ça, qui est bleu en fait, et dans lequel vous trempez vos patins métalliques, soit avant de le monter, soit après, ça c'est à chacun de voir, et qui va en quelques secondes ou en quelques minutes en fait teinter et brunir naturellement chaque patin en fait. Alors certains produits sont plus concentrés que d'autres. C'est un produit qui se dilue à l'eau. Donc en fait, il ne faut pas hésiter de le mélanger à de l'eau. Moi en général, je mets sur le dernier que j'ai utilisé, donc c'était du AK, je mélange 50% d'eau, 50% de produit. Donc voilà, après de toute façon, il suffit de plonger votre patin brut. Vous allez voir au bout de quelques minutes qu'il va commencer à brunir. Si ça ne suffit pas, vous le laissez plus longtemps. Et si véritablement vous trouvez qu'au bout de 3 heures, ça n'a pas bruni, à ce moment-là, vous rajoutez un peu de liquide ou vous le trempez dans un autre bain un peu moins dilué. Bon, voilà. Sachant que donc là, on a un effet naturel en fait de brunissage. Donc sur les patins métalliques, c'est idéal. Quoi dire d'autre? Ouais, enfin, une fois qu'ils sont brunis, moi ce que je fais, c'est que je les rince 2 ou 3 fois à l'eau claire. L'autre chose aussi, c'est que les patins souvent présentent des aspérités assez profondes et le produit parfois ne va pas jusqu'au fond des détails en fait. Ce que je fais, la petite méthode, c'est d'utiliser du liquide vaisselle tout simplement, qui en fait va agir comme agent mouillant et va casser les molécules d'eau et va permettre en fait au produit de s'insinuer dans les recoins plus facilement. C'est pas la méthode miracle, mais ça améliore grandement les choses en fait. Donc il ne faut pas en rajouter un pot comme ça dans un petit flacon. Faut pas rajouter la même quantité. Il faut vraiment mettre quelques gouttes avec le metal burnishing et de l'eau et ça marche très très bien. Donc voilà. Au pire, on peut après reprendre les patins. On voit que là par exemple sur ce patin-là, en l'occurrence, on voit que le fond n'a pas été atteint par le produit. Donc voilà, c'est pas la méthode miracle n'existe pas. Même si là pour l'occasion, en fait, j'ai tapoté chaque patin avec un pinceau brosse histoire d'emmener du produit dans chaque recoin. Bon, il y a quand même des ratés. Bon, sachant que de toute façon, ces chenilles-là vont pas rester en l'état, qu'elles vont être salies par la suite. C'est des choses qu'on va pouvoir facilement récupérer. Donc voilà pour le vieillissement des chenilles, donc la première phase.
Ensuite, donc, je vais présenter un peu les différents produits que j'utilise régulièrement enfin, pour faire le vieillissement de mes véhicules. La première phase de patine va consister pour moi, en l'occurrence, à faire les éraillures. Certains maquettistes préfèrent le faire après les lavis, moi je préfère le faire en tout début de process en fait, tout simplement parce que les lavis vont recouvrir et vont donc lier plus généralement ce travail de patine donc, que sont les éraillures avec le reste du vieillissement et de la patine du véhicule. Donc en fait pour faire les éclats de peinture, moi j'utilise des peintures soit des Valero, soit des Prince Auguste en fait, donc de différentes couleurs. Bon là en l'occurrence on va être dans des tons de vert, du noir, du vert clair donc qui est un Prince Auguste, du beige, et ensuite on va plutôt tourner vers une teinte qui va être le 985 de chez Prince Auguste qui est en fait un marron Royal Navy. Que je trouve correspondre assez bien en fait à la teinte rouille. Donc voilà, je crois qu'il y a des références qui existent chez Model Color, enfin dans différentes gammes qui sont spécifiques, qui sont couleur rouille, enfin qu'on vous donne comme étant des couleurs rouilles, qui sont des bruns foncés. Voilà, en l'occurrence, il faut que ce soit un brun foncé. Donc ces produits-là vont être les premiers que je vais utiliser dans les techniques de la patine et des éraflures en fait pour commencer les éraflures. Donc je ne sais pas si c'est plus intéressant de faire l'ensemble des produits que j'utilise ou vous les faire au fur et à mesure. Donc toujours en restant dans les éraflures, le deuxième produit que j'utilise depuis quelques mois en fait, enfin non ça fait plus d'un an et demi maintenant, ce sont les stylos, les feutres calibrés indélébiles de différentes marques. Donc il y a la gamme Micron de chez Sakura qui est à mon avis l'une des plus intéressantes parce que en plus de différentes tailles de mine, il présente aussi différentes coloris. C'est-à-dire qu'on a du noir basique, on va trouver chez Unipin par exemple. Donc celui-ci, donc chez Unipin, on voit que la mine c'est une 0,05 mm, donc c'est vraiment très très fin. Mais par contre chez Unipin il n'existe que du noir. Alors que chez Sakura, on va trouver du bleu, du rouge, du noir bien sûr, et surtout celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le sépia, en fait, qui est une teinte donc brun foncé, qui est vraiment, je trouve, assez bien calibré par rapport à d'autres feutres, ultra fins, pardon, qui sont aussi colorés en sépia, mais souvent la teinte sépia est très très fade, donc c'est très très clair, alors que là, la couleur est parfaite pour les éraillures. Donc il existe deux pointes, il existe une pointe de 0,5 et une pointe de 0,1 en sépia. Ils ne descendent pas jusqu'à 0,05 en sépia, mais 0,1 ou 0,5, vous allez voir, c'est largement suffisant. Alors on peut mixer le noir ensuite et puis le sépia sans problème. Et donc ça, c'est les deux produits que j'utilise pour faire les éraillures. Donc la peinture acrylique donc, et les feutres ultra fins. Donc ensuite, bien sûr, les pinceaux et de l'eau donc pour la peinture acrylique. Donc on va juste faire quelques exemples ici avant de passer aux autres techniques de patine. Donc j'ai les micro-palettes, voilà. Donc pour les éraillures, il y a plusieurs écoles là aussi. La tendance en fait c'est quand même de faire des éraillures dans la teinte de base du véhicule éclaircie. Ça va être les éraillures de surface, c'est-à-dire les éraillures qui ont abîmé la peinture sans aller jusqu'au métal. Donc pour les mettre en valeur, on va utiliser donc une teinte qui va être plus claire que celle du camouflage. Alors là on est sur un véhicule qui est monochrome, hein, qui est entièrement vert russe, mais ça peut être un véhicule à 3 tons et donc à ce moment-là on choisira des teintes plus claires de chacun des tons du camouflage. Sachant que les teintes que j'utilise ici, en fait, je donne pas de référence parce qu'en fait c'est mes propres références. C'est-à-dire qu'à la maison, je n'utilise en fait en tout et pour tout que 2, 4, 5, 6, 7, voire une dizaine maxi de couleurs. C'est-à-dire que je ne m'amuse pas à aller acheter le
4 BO qui correspond au camouflage russe pour faire mes éraillures en fait. Ça va être une couleur que je vais créer moi-même en faisant des mélanges jusqu'à obtenir une teinte qui correspond à celle que j'ai appliquée sur le char. D'ailleurs pour la peinture générale de ce SU85, j'ai absolument pas utilisé des teintes référencées 4BO. C'est une teinte tout à fait personnelle que j'ai fait à partir de couleurs Gunze en l'occurrence. Voilà, et qui me conviennent, qui me satisfont, et je ne vais pas aller chercher la référence de la couleur exacte tant que ça colle à peu près à ce qu'on attend ou ce qu'on imagine plus exactement de ce que pouvait être un verre russe. Voilà, c'est l'essentiel. Le modèle n'est pas verni en fait. Les peintures Gunze ont l'avantage d'être légèrement satinées à la base. Donc, donc c'est ce qui donne un peu cet effet de semi-brillance en fait sur le véhicule. Après, il n'y a pas de règle. Certains kits, je vais les recouvrir d'une couche de vernis brillant. Là, en l'occurrence, j'en ai pas eu besoin parce que notamment, j'ai pas utilisé de décalque, donc j'ai pas eu besoin d'emprisonner mes décalques entre deux couches de vernis brillant. C'est des transferts à sec de chez Archer. Mais voilà, je dirais que d'un kit à l'autre, je mets une couche de vernis brillant pour passer avant de faire les travaux de patine. D'autres fois non, là en l'occurrence, il n'y en avait pas besoin parce que la peinture était déjà satinée, ça me satisfaisait comme ça. Donc là, j'ai fait un mélange et on voit tout de suite qu'il est très proche de celui du char en fait. Donc on va avoir un mélange qui va être très proche des teintes les plus claires. Donc je vais l'éclaircir d'ailleurs un petit peu plus. En fait, il faut créer pour les éraillures de surface un contraste qui soit suffisant pour être remarqué, mais pas caricatural en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de faire des retouches trop contrastées par rapport à la teinte de base. Donc les éraillures de surface, donc on les place donc sur l'ensemble du véhicule en essayant de penser un petit peu à où est-ce qu'il peut y avoir des éraillures logiquement. Donc là, je le fais sur les angles en fait du capot moteur à l'arrière. Donc d'une manière tout à fait aléatoire, c'est-à-dire que je ne vais pas faire des points réguliers, je vais vraiment aller faire des petites touches plus ou moins épaisses. Là je le fais au bord parce que c'est une zone donc, qui est souvent en mouvement, en mobile, donc, et donc qui peut facilement être abîmée à la surface. Donc voilà, on va faire un petit peu ici. Donc là je vais me contenter de faire simplement ces parties là en fait, parce qu'on n'a pas trop de temps aujourd'hui. Donc là ce sont les éraflures, je disais, de surface, donc qui ont abîmé en fait la couche superficielle de la peinture. Donc on fait une couleur qui va être, ça se voit bien à l'écran pour vous, donc qui permet en fait de montrer en fait les éraflures de surface, en fait l'usure de surface de la peinture. Et ensuite, alors soit en utilisant, je vais le faire de deux méthodes différentes, comme ça vous verrez. Donc toujours avec la peinture acrylique et un pinceau assez fin, enfin même très fin, puisque là en fait en l'occurrence il s'agit d'un 2-0. On va venir réaliser des éraillures plus profondes, donc des éraillures qui sont censées être allées jusqu'au métal. Et donc on va faire une teinte de métal oxydé. Donc j'utilise le marron Royal Navy auquel j'ajoute un peu de noir. Et on va venir à l'intérieur, alors c'est pas systématique là non plus, on n'est pas obligé de le faire sur toutes les tâches, mais à l'intérieur des éraflures qu'on a déjà réalisées en vert clair, on va venir déposer du brun foncé donc, de façon à illustrer les éraillures plus profondes qui auraient pu être créées sur ces zones-là. Et donc en fait on aurait les bords des éraillures les plus profondes qui sont donc des éraflures de surface, donc juste avec la peinture. Voilà, donc là le pinceau n'est pas assez humide. Hop. Donc voilà. On peut aussi faire des endroits où il y a carrément des éraflures
toute seule, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir forcément systématiquement des éraillures moins profondes avant des éraillures très profondes. J'espère que vous me suivez. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et donc sur les parois verticales, il est intéressant aussi de mettre la teinte la plus foncée au-dessus, pas de façon à recouvrir la peinture précédente, mais comment dirais-je, verticalement sur une position qui va être... Alors comment pourrais-je expliquer ça? C'est compliqué. Au-dessus verticalement de la peinture vert clair. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vais essayer de le faire ici. Donc, de façon à ce que la partie vert clair soit vers le bas. Parce qu'en fait, on imagine que la lumière, notamment sur ce véhicule qui a été peint de façon un peu zénitale, on imagine que la lumière vient d'au-dessus. Donc la peinture qui va être... la surface du blindé dont la peinture a été écaillée, en fait, crée une espèce de relief. Et donc pour mettre en valeur ce relief, on imagine donc ça fait une crevasse, une micro-crevasse à la surface du blindage, et que donc la peinture la plus claire est vers le, disons, permet d'éclairer le détail et donc de donner du relief à les rayures qu'on va créer. C'est pas systématique, là aussi on peut se permettre de faire des éraillures qui sont avec, comme je l'ai fait ici par exemple, la peinture vert clair qui va être au-dessus, simplement en fait pour donner plus de matière à cette partie-là qui est beaucoup plus usée en fait. Donc voilà. Et donc ça c'est une méthode donc au pinceau, et là je vais montrer avec les feutres Sakura qu'on peut arriver à un résultat similaire. Alors l'avantage des feutres, c'est que c'est un feutre, donc il n'y a pas besoin de recharger sans arrêt en peinture. Vous avez peut-être vu qu'en fait à certains moments ma peinture avait déjà séché sur mon pinceau, donc j'ai dû remouiller mon pinceau à plusieurs reprises. Là en fait il suffit d'utiliser le feutre et de venir... Donc moi je le tapote un petit peu sur le blindage, et j'utilise en fait... Alors c'est moins souple qu'un pinceau, puisque c'est pas des poils, c'est juste une mine. Et donc on l'applique d'une autre méthode, mais donc en tapotant à certains endroits. Et on arrive, vous voyez, à faire des points vraiment très très fins et à faire quelque chose qui se rapproche vraiment de la technique du pinceau. Donc le pinceau, la peinture sèche pratiquement instantanément, hein, l'acrylique sèche très vite. Les feutres, donc, notamment de la gamme Sakura, sèchent assez vite, mais ils ont l'avantage justement de ne pas sécher trop vite, et on peut se permettre de faire à certains endroits des taches de rouille. Donc là je vais faire un endroit beaucoup plus, pour que ce soit plus flagrant, je vais le faire ici. Donc là je vais faire une tache donc au feutre, donc une éraillure, donc voilà ici. Et comme l'encre, bien qu'en étant indélébile au bout de quelques minutes, en fait, lorsqu'elle est encore humide, on peut s'amuser à créer des traînées. Voilà, et donc on peut créer des effets de rouille, de coulure de rouille par exemple. Bon là en l'occurrence on est sur un feutre qui est de couleur sépia, donc on voit bien qu'on est sur une teinte qui est très proche en fait de la rouille, donc on peut vraiment faire différentes traces verticales en tirant un peu l'encre vers le bas. Bon, sachant que cette encre, donc comme je disais, elle est indélébile, c'est-à-dire qu'après vous pourrez travailler vos lavis, que ce soit à l'acrylique, que ce soit avec des peintures énamel, des peintures, enfin différentes marques, ça bouge pas quoi. C'est pas besoin de revernir avant de travailler, de faire un travail par exemple avec des lavis. Donc j'utilise donc notamment les noirs par exemple pour faire les traces de graisse. Ça peut être utile d'utiliser cette caractéristique de pouvoir étirer la peinture pour faire des traces de graisse, etc. Donc c'est vraiment un produit pas miracle, mais franchement que je recommande parce que c'est vraiment assez pratique. On trouve ces stylos sur internet, sur Amazon notamment, assez facilement. Sinon, moi je les achète en grande surface d'art décoratif, donc chez Cultura, chez Graphigro, chez Rougier Pied, sans trop de soucis.
Et donc, je privilégie, comme je vous disais, la gamme Sakura qui est, à mon avis, la plus complète et l'encre est vraiment très bien. Tu dois vernir dans le cas de l'acrylique avant de passer aux étagères. Ouais, Le X22 de chez Tamiya par exemple, ouais. ça on peut le diluer avec les cartinières, ce genre de choses. Du, les peintures et les vernis acryliques de chez Tamiya se diluent soit avec leur diluant spécifique, en fait, donc acrylique Tamiya. Moi, je préfère, enfin disons que c'est plutôt que je suis flemmard, comme j'utilise de la Gunze, de la Tamiya, voilà, en fait je dilue avec de l'alcool. En fait, c'est de l'alcool ménager, c'est pas de l'alcool à 90, c'est pas de l'alcool à brûler, c'est de l'alcool ménager, hein. Donc senteur pomme, hein. Donc, euh, donc pour diluer, y compris le vernis X22, X20 plutôt non X22 de chez Tamiya. Donc voilà une technique pour faire les éraillures de surface. On va passer technique de patine et de lavis à proprement parler. Alors là encore, je vais faire une présentation des différents produits que j'utilise régulièrement. Donc les premiers que j'ai utilisés, les plus anciens, eh bien c'est comme beaucoup d'entre nous, c'est les huiles, les peintures à l'huile pour artistes en fait, qui sont excellentes, qui sont toujours d'actualité, qui ont été notamment piratées, reboîtées, rediffusées et remis au goût du jour par une certaine marque espagnole en fait sous un autre nom en fait, mais c'est exactement les mêmes produits. Donc c'est simplement des pigments qui sont associés à un liant médium à base d'huile donc minérale et donc l'avantage c'est que bon c'est le rapport qualité-prix est vraiment exceptionnel parce que c'est vraiment pas cher du tout. L'avantage c'est que ça sèche. L'avantage et le désavantage c'est que ça sèche assez lentement. Donc l'avantage c'est qu'on peut le retravailler longtemps. Le désavantage c'est qu'il faut attendre longtemps avant de faire autre chose derrière. Donc voilà, mais disons que c'est un produit qui reste encore un des produits phares du maquettisme et qui est très utile. Les autres produits que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est les panel line de chez Tamiya. Alors là j'en ai deux, mais je crois qu'il en existe deux ou trois autres références supplémentaires. J'utilise le noir et le marron. Donc là je fais de la pub à Tamiya. Maintenant je vais faire de la pub à Umbrol. Alors ça existe aussi chez Mister Hobby, me dit mon rédac chef. Donc voilà. Donc effectivement, oui, j'ai vu ça sur certains articles. J'utilise également donc les peintures énamel, donc soit de chez Umbrol, soit de chez Revel, indifféremment, hein. Pour moi, il n'y a aucune différence entre les deux produits, c'est la même chose. Donc différentes teintes, donc là je vais en mettre quelques-unes sur le... Des récentes ou des anciennes? Ça, c'est des trucs que j'ai trouvé dans le commerce récemment, donc qui ont au maximum un an et demi pour les plus anciennes. Les Revel notamment, j'ai dû les acheter qui ont 2 ans, donc en 2014. Et puis les plus récentes, c'est les Umbrol que j'ai dû acheter il y a 2 ou 3 mois chez mon vendeur favori. Donc voilà, donc ça c'est des teintes qui vont nous servir notamment pour salir le train de roulement, les flancs de caisse et pour illustrer notamment la poussière en fait sur les flancs du véhicule. Ensuite, autre marque, autre pub, c'est les produits de chez, en l'occurrence c'est la CAK, mais je crois que MIG, Amo, etc. sortent leurs propres produits qui sont identiques, c'est-à-dire ce sont des mélanges enamel en fait qui sont déjà prêts à l'emploi. Alors avec des noms très évocateurs, donc qui permettent de tout de suite se figurer que si on fait un véhicule de la DAC, on va utiliser le Africa Dust et qu'on va avoir un super véhicule tout de suite. Bon voilà. En fait, il faut se dire qu'à l'intérieur, c'est simplement de la peinture Umbrol qui a été mélangée, diluée, etc. et qui est prête à l'emploi ou presque. Donc ça, ça a son intérêt en fait, c'est pour effectivement aller plus vite, c'est déjà dilué. Voilà, bon, c'est des produits, vous voyez, l'état des pots en fait, je les utilise aussi assez fréquemment. Donc aujourd'hui, eh ben, pour faire la part belle aux peintures anciennes et aux peintures à l'huile, on va utiliser les peintures donc de chez Rembrandt et chez Van Gogh, qui sont deux marques donc de peinture à l'huile, que moi je dilue personnellement avec de l'essence F, donc qui est en fait mon produit miracle en fait que j'utilise depuis des années, en fait depuis mes débuts. J'avais commencé par utiliser du White Spirit, mais c'est beaucoup trop nocif, donc il y a une vingtaine d'années. Ensuite j'ai essayé l'essence de térébenthine qui laisse un aspect trop
trop satiné, je trouve. Ensuite, il existe également le diluant Umbrol, que certains parmi nous préfèrent en fait. Bon, c'est une question d'habitude, je pense que voilà, c'est chacun de trouver le produit qui le satisfera. C'est vrai que pour moi, l'essence F est un produit facilement, enfin qu'on trouve facilement dans les grandes surfaces du bricolage, donc qui est pas cher et qui est, pour moi, c'est pratique en fait là, pour mes besoins en tout cas. Donc là, je n'ai plus de noir en peinture à l'huile, donc je vais utiliser de la peinture Umbrol pour comme base noire, si je trouve quelque chose pour l'ouvrir. J'utilise pas le metal coat, donc je pourrais pas te renseigner du tout, je sais pas du tout comment on l'utilise, je sais que ça marche très bien, mais tout ce qui est métal, en fait, je le fais soit aux acryliques, soit avec la poudre graphite, la célèbre poudre graphite, qui n'est autre que de la poudre de crayon HB, de crayon Critérium, de ce que vous trouvez dans le commerce. C'est-à-dire, où est-ce que je l'ai mis, voilà, les parties métalliques, je l'utilise donc la plupart du temps un simple Critérium, en fait la mine d'un Critérium, que je complète pour les parties les plus claires avec un crayon donc, de chez Prismacolor, un crayon argent, qui tient très bien sur les peintures de nos maquettes. Donc là, c'est deux produits que j'utilise régulièrement. Donc voilà. Le Prismacolor, j'ai dû l'acheter sur Amazon, mais on en trouvait régulièrement. Quand j'habitais Paris, j'allais l'acheter chez Rougier Pied, je crois. Donc, pour les lavis, donc suivant la densité des lavis que vous voulez utiliser, ben, vous allez plus ou moins diluer votre peinture. Avant, on utilisait un autre terme, en fait, qui n'était pas forcément très, très joli. Bref, qu'on utilise maintenant. Donc on dit maintenant filtre ou lavis. Donc a priori, les filtres, si j'ai bien suivi, si j'ai bien appris ma leçon, ce sont des lavis très très dilués. Les lavis eux-mêmes étant des lavis intermédiaires. Et les lavis que moi j'appellerais jus, en fait, sont des lavis très très, très très sombres. Donc là, En fait, oui, il va me corriger. Il va me corriger, je le sais. le filtre en fait va s'appliquer sur toute la surface uniformément. Le lavis, c'est ce qu'on appelait effectivement, ou ce que certains continuent à appeler jus. C'est moi en fait qui l'interdis d'utiliser le mot jus parce que je trouve ça pas beau. Donc le lavis, il est destiné à venir se concentrer autour des détails. Donc c'est la différence en fait. Au niveau dilution, on peut être à peu près sur les mêmes taux, c'est-à-dire 90-95% de diluant, mais le filtre, il est là véritablement pour changer, légèrement modifier ou enrichir la teinte d'une surface complète, c'est-à-dire avec et sans les détails. Le lavis, lui, c'est pour venir se concentrer autour des détails, pour le mettre en fait, former un contraste fort qui va venir le mettre en valeur. Voilà, alors mon rédac chef m'a repris, il a raison, ça fait plusieurs fois qu'il me le dit, mais c'est toujours pas rentré, donc je pense que la prochaine démo, il va me redire. Excuse-moi. Non, non, mais t'as raison. Il va faire les textes lui-même. Mais oui, d'ailleurs, et je devrais les lire. Il va faire les images et lui, il lui laisse le micro. Donc voilà, donc là, nous allons appliquer un filtre, n'est-ce pas, sur l'ensemble de notre modèle. Enfin, en l'occurrence sur la partie arrière, parce qu'on ne va pas avoir le temps de faire le reste. Donc, vous avez vu que j'ai utilisé du noir et du jaune cadmium, parce que ces deux couleurs mélangées suivant les proportions permet de teinter tous les véhicules qui sont verts. C'est-à-dire, ça va aussi bien des véhicules russes en 4BO que les véhicules américains en olive drab. Donc voilà, donc après plus ou moins, plus on va mettre de produits et plus forcément on va mettre en valeur les reliefs. On va déjà définir un petit peu les différents reliefs, notamment ici au niveau des garde-boue. On va le faire sur la partie supérieure de façon à ce qu'on voit bien la concentration. On voit tout de suite en fait que ça permet de mettre en valeur les reliefs. Donc voilà, donc en fait on va retravailler ça pendant un certain temps.
Bon, bien entendu, là on va traiter qu'une partie du véhicule. Les zones en fait où on voit des auréoles comme ça peuvent être facilement reprises après avec du diluant, donc en l'occurrence de l'essence F, pour les effacer, pour les intégrer dans le reste du travail de la vie en fait. Donc faut pas avoir peur en se disant oh catastrophe, etc. Je ne vais pas pouvoir le reprendre. L'avantage des huiles, c'est que ça peut être repris pendant pas mal de temps après les avoir appliquées. Donc déjà on arrive à donner un peu de relief à la surface du véhicule rien qu'avec un lavis dans la couleur de base légèrement plus foncé. Hop. Donc là j'utilise un pinceau plat en fait qui va me servir pour beaucoup. On voit déjà qu'on peut créer des zones des traînées verticales rien qu'en repassant sur les zones qui ont déjà été traitées. Et on peut déjà donner des effets de salissure en fait sur les parois latérales du char. Rien qu'avec ce premier lavis. Pardon, ce premier filtre. Ça rentre pas, hein, ça rentre pas. Ouais. Donc voilà, on va retirer parce qu'on voit. Il y a du produit qui est resté dans les cavités des baies d'aération et qui me gêne un petit peu. Donc voilà. Donc voilà, avec un pinceau plat, on voit qu'on peut réaliser déjà un premier effet de salissure par rapport à tout à l'heure. On va en faire ici aussi. On retrempe le pinceau pour qu'il soit un peu plus humide. Bon là avec la lumière je vois pas trop l'incidence. Voilà. Voilà, donc avec cette première teinte, on a déjà commencé à donner des effets déjà de patine et de vieillissement sur les côtés du véhicule. Alors dans l'absolu, il faudrait attendre quelques heures pour que ça sèche en fait, avant de s'attaquer aux autres travaux. Donc je vais essayer de travailler sur une autre zone avec d'autres lavis et d'autres filtres. Donc on va s'attaquer sur l'arrière du véhicule. Donc dans l'absolu il faudrait qu'il soit déjà pré-teinté. Hop. Avec ce premier lavis, pas s'amuser à faire des traînées ici. Hop. Comme je suis perfectionniste, je reprends ce que j'ai débordé. Voilà. Et là, on peut s'amuser à faire avec la teinte terre de sienne brûlée, par exemple, des lavis localisés, toujours dilués. Je vais avoir un bon point à la fin de la démo. Toujours avec de l'essence F, en fait, on va prendre des petites pointes de peinture pour faire des zones de rouille, puisque la teinte terre de sienne brûlée correspond, enfin très proche de la teinte rouille, donc vraiment très efficace pour ce type de travail. Donc là, on voit que j'ai déposé un petit peu de peinture qu'on va diluer petit à petit. On peut également se servir de la teinte terre de sienne brûlée pour salir et pour donner un aspect rouillé aux pots d'échappement. Ça c'est une des teintes de base en fait pour le vieillissement des pots d'échappement. Ça marche très très bien.
prends directement dans le tube en fait et j'applique en fait. Bon là il y en a une grosse quantité. Non, non, c'est pas grave, c'est juste pour la démo. Donc c'est pas très grave d'ailleurs de mettre une grosse quantité de peinture à l'huile sur les pots d'échappement. Parce que dans le reste de la patine, si j'espère qu'on va avoir le temps de l'aborder, c'est que grâce au pigment, si la peinture à l'huile n'est pas sèche, les pigments qu'on va saupoudrer dessus vont se mixer, se mélanger à la peinture à l'huile et vont donner un aspect de surface rouillée qui est hyper réaliste en fait je trouve. Donc voilà, bon, on peut faire des traînées de couleur rouille. Donc là je repuise un peu de peinture rouille dans mon pot d'échappement, mais ça pourrait être dans le tube, voilà, pour créer certaines traînées. Je remouille un peu mon pinceau et je les efface un petit peu pour ne laisser que celles qui m'intéressent. Voilà. D'accord. Donc voilà, bon, on imagine bien entendu que vous avez fait toutes les éraillures avant et donc forcément là ça paraît un peu plat parce qu'effectivement c'est juste des traces de salissure verticale, mais il manque effectivement les éraillures qui seraient disséminées comme on peut le voir ici, donc effectivement avec différentes... on va faire un petit peu là, si on... je reprends un petit peu de peinture, donc terre de Sienne, pour faire des petites touches ici. Montrer qu'avec les éraillures, ça prend tout de suite beaucoup plus de caractère. Donc là, j'étale un peu la peinture, et après, je vais la tirer vers le bas, verticalement, donc dans le sens d'écoulement naturel des liquides en fait sur un véhicule. C'est-à-dire autant pour les hydrocarbures que pour les taches de rouille qui pourraient couler le long d'un véhicule, c'est toujours du haut vers le bas, à moins que le véhicule ait fait une culbute sur une mine et qu'il soit resté là pendant des mois. A priori, on n'a jamais vu les liquides remonter. Bref, donc voilà. Donc ici on voit que c'est, on peut créer pas mal d'effets juste avec de la peinture à l'huile assez facilement. Ah chut. Bon, sur un blindage, les liquides et les traînées vont du haut vers le bas. Ou horizontalement si le véhicule va très vite. Sur les avions notamment, on voit les fuites d'huile en fait qui maculent justement les carlingues de manière horizontale parce que justement avec le frottement de l'air, voilà. Donc là c'est effectivement vertical. Donc on va passer au pastel en fait pour avancer rapidement, simplement pour vous montrer, notamment sur les pots d'échappement, que l'association peinture à l'huile et pigment fonctionne bien. Donc là en l'occurrence, moi j'ai deux teintes donc dans la gamme de pigments de chez MIG Production. Alors ces deux pots, je les ai depuis l'an 2000, je rigole pas, hein, c'est vrai. Et en fait, ils sont encore largement pleins parce que je les utilise que pour les pots d'échappement et pour les véhicules qui sont vraiment très très rouillés. Donc il y a cette teinte-là, c'est la Vietnam Earth. Pour la seconde, je ne me souviens plus, mais ça doit être soit Red Brick, soit Rust. C'est possible, mais je n'ai plus sur les capuchons, vous voyez, il n'y a plus rien du tout. Donc voilà, c'est approximatif comme info, je suis désolé, mais je ne peux pas vous en dire plus. Bref, en utilisant ces deux teintes, donc en puisant un peu de pigment dans l'un des pots, là en l'occurrence c'est le Vietnam Earth, en fait on va venir déposer des pigments en tapotant le pinceau sur mon doigt, en l'occurrence, pas directement au contact avec le pot d'échappement parce que sinon vous allez remplir votre pinceau de peinture à l'huile qui est déjà dessus et en fait vous allez avoir un mélange de pigment et d'huile sur votre pinceau, ça ne va pas servir à grand chose. Donc là, je vais essayer de le faire sur les bords. Si je trempe pas trop, voilà, c'est bon. Et là, donc, l'excédent est enlevé simplement en soufflant dessus. Je suis désolé, c'est hors caméra, mais... Bon, on peut le faire avec l'aéro, etc. Bon, ça en envoie partout sur votre plan de travail, vous êtes content après, hein, vous pouvez faire le ménage. Donc voilà, mais là, si on peut voir en gros plan, en fait, l'effet
donc que je vous disais tout à l'heure, donc cette espèce d'effet d'oxydation du métal un petit peu granuleux en surface, qui est vraiment super réaliste par rapport à l'autre pot d'échappement qui n'a pas encore été traité. Alors on peut bien sûr surfacer le pot d'échappement avant la mise en peinture avec différents procédés, hein, le plus simple étant de tapoter de la peinture, de la colle extra fluide avec une brosse à dents ou avec n'importe quel pinceau plat, de façon à donner de la texture au plastique. Mais on peut très bien le faire a posteriori avec des pigments. Sachant que bon, là aussi, le temps que l'huile sèche, ça va prendre quelques heures, voire quelques jours. Et donc voilà, mais le résultat final est quand même très réaliste. Donc après, il vous suffira plus qu'à noircir l'intérieur de la tuyère du pot d'échappement. Là encore, en utilisant soit de la peinture passée au pinceau, soit une touche à l'aéro en fait qui va déborder un petit peu autour et qui va permettre de noircir un peu les alentours, soit avec des pigments noirs que vous allez déposer également à l'intérieur de la tuyère et à proximité en fait du pot d'échappement. Donc voilà, ça c'est une des techniques. Alors là, j'ai utilisé que la Vietnam Earth avec la teinte rouge brique. Je vais le faire sur l'autre échappement par exemple pour montrer. Il y a une différence de teinte qui est assez notable. Après, c'est à chacun de voir ce qui est le plus opportun pour son kit. Je pense que le rouge, le rouge qui est un peu plus lisse, un peu plus orangé. Je tremble parce que j'ai... Voilà. Donc, on saupoudre de nouveau. Alors là, il y en a partout. Je le fais grossièrement, rapidement, mais... Voilà. Donc, ça donne à peu près ce résultat très dégueulasse. Mais donc, comme j'ai fait tout à l'heure, je souffle dessus et normalement, voilà, ça tient un peu moins parce que la peinture a commencé à sécher. Donc voilà, mais... Alors après, on peut toujours superposer les couches, les mélanger. Donc là, je vais rajouter un peu de Vietnam Earth dessus. Voilà. Est-ce que tu veux un plan où je souffle dessus? C'est bon? T'en as envoyé plein dans ta caméra. Donc voilà. Donc, et voilà. Donc l'excédent de pigments qu'on peut avoir aux alentours, bon, il suffit de l'enlever. Hein, donc voilà. Après les différents... En général, c'est une étape que je fais en tout dernier en fait. C'est-à-dire une fois que j'ai fait mon vieillissement total, voilà. Donc ça, c'est une méthode. Donc qui est assez pratique et efficace pour faire les pots d'échappement rouillés. Alors ensuite, on va faire le vieillissement du bas de caisse. Et là, en l'occurrence, plutôt que de faire sur le véhicule lui-même, je vais le faire sur les galets de route. En fait, ça sera plus simple. Ouais. Donc là, on a nos galets qui sont déjà peints avec le bandage caoutchouc. Bon, en l'occurrence, si c'était des galets métalliques, en fait, avec des surfaces métalliques, on l'aurait peint en brun. Pas encore acier, en fait, parce que c'est aussi une des dernières étapes que je fais. Donc, je vais plutôt d'ailleurs partir sur une poulie de tension qui vous permettra de... Non, c'est pas le poulie de tension, ça c'est un barbotin, en fait, sur les T34. Qui vous permettra de voir ensuite la patine pour mettre en valeur les parties acier. Donc là, en fait, pour salir le bas de vos véhicules, donc vous pouvez utiliser une couche de poussière fine que vous allez appliquer à l'aéro. Vous pouvez utiliser des lavis et des filtres pour salir le bas de votre véhicule, qui vont être des énamels ou des lavis à l'eau avec des peintures acryliques. Ou vous pouvez utiliser, comme on va le faire ici, des pigments. Donc les pigments, bon, il en existe toute une ribambelle. Je ne sais pas si la caméra peut les montrer parce que je ne vais pas tous les ramener sur le... Donc ils sont ici. Là encore, on est sur des produits qui sont issus de la gamme MIG Production et que j'ai en partie depuis des années. Et ensuite, je vais montrer une autre alternative en fait, enfin plusieurs alternatives même. Donc là, tu peux revenir sur... Voilà. Donc ça, en fait, cette poudre dans cette petite bouteille, dans ce petit flacon, en fait, c'est simplement... des carrés de pastel, donc pour artistes, donc c'est des comtés de Paris en fait, donc c'est des carrés pastel secs et non pas gras. Hein, quand si vous allez dans un magasin d'art plastique et que vous demandez des carrés gras, vous ne pourrez rien en faire, enfin pas les mêmes choses en tout cas. Donc avec des carrés secs en fait, que vous allez réduire en poudre. Alors les réduire en poudre c'est simple,
papier abrasif et on frotte. Voilà, et comme ça, vous recueillez directement vos pastels. Et vous pouvez en faire une quantité, puisque en fait ce petit flacon que j'avais rempli en 1997 est toujours à moitié plein. Donc soit j'utilise pas assez mes pastels, soit ça dure très longtemps. Bref, le côté économique y est quand même. Il y a pas mal de dégradés de couleurs, donc on a, là je vais en montrer trois de différentes couleurs qui sont les teintes, je dirais, de base pour faire à la fois du brun foncé, du brun moyen et du un peu plus clair. Donc voilà. Donc en fait, ces pastels, comme ceux de chez MIG Productions, comme ceux de chez Adam Wider, comme ceux de chez toutes les marques qui existent, en fait s'appliquent de la même façon. C'est-à-dire que, en l'occurrence, là je vais les saupoudrer au-dessus de mon barbotin. Je vais d'ailleurs les mixer avec un peu de pigments de chez MIG Productions, de façon à varier les teintes. Hop. Donc j'espère qu'on voit bien. En fait, j'utilise mes autres doigts pour faire appui sur le pinceau, en fait, et de façon à décharger le pinceau des pigments, plutôt que de l'appuyer directement sur le plastique. Donc en fait, je saupoudre, en fait, je ne dépose pas les pigments sur la surface, je les saupoudre au-dessus. Donc ensuite, vous me direz, ces pigments, si je souffle dessus, eh ben, ils vont s'envoler. Donc il faut les maintenir. Donc l'une des méthodes, c'est d'utiliser de l'essence F, tout simplement. L'avantage, c'est qu'effectivement, ça va... on va le faire d'ailleurs, comme ça sera plus démonstratif. Donc on va voir que juste en approchant le pinceau du bord et en déposant l'essence sur le bord, en fait elle va se diffuser par capillarité et vraiment elle va aller dans tous les recoins sans avoir aucune incidence sur les pigments. C'est-à-dire que les pigments vont vraiment rester en place, ils vont juste donc être humidifiés par l'essence. Et si je dis que ça les fixe, c'est-à-dire que une fois que ça sera sec, bon, ça sèche assez vite, donc je souffle dessus pour ceux qui ne voient pas. Un sèche-cheveux, ça marche très bien aussi. Donc voilà, donc on voit que les pigments maintenant sont secs, et en fait, si je retourne l'élément et que je tapote dessus, je retourne, les pigments sont toujours là, ils n'ont pas bougé. Par contre, ils ne sont pas complètement fixés, c'est-à-dire que si je reprends mon pinceau qui m'a servi à déposer les pigments tout à l'heure, si je fais ça, hop, j'enlève la majorité des pigments. Et je ne vous parle pas du doigt ou de la manipulation quand vous allez tourner votre maquette. Donc c'est une méthode qui marche bien à condition de faire attention à la manipulation de la maquette après, ou de faire ça vraiment en dernière étape et de ne plus y toucher après. Donc voilà, l'aspect est là, mais bon, le côté fragile demeure. Donc ensuite, il y a d'autres fixateurs qui marchent très bien, qui vont permettre de fixer définitivement en fait les pigments. Alors il existe le Pigment Fixer de chez AK, qui existe aussi chez MIG et je crois aussi chez Amo, enfin chez plein de marques. Moi, je le déconseille parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'en fait, il oxydait les pigments et que donc il changeait la couleur des pigments. C'est-à-dire que sur certains pigments, ça me donne des ocres qui vont être beaucoup plus oxydés, donc avec des teintes qui vont être plutôt virées sur le rouge et donc qui vont dénaturer la couleur de base des pigments. Le deuxième produit qui est très efficace et qui lui ne dénature pas les pigments, c'est le Sand and Gravel Fixer dont parlait mon ami Rodrigo tout à l'heure, en fait, qui était d'une autre marque. Bon voilà, là c'est du AK, mais il existe aussi chez MIG, etc. Lui, ça va fixer, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'essence F, c'est exactement le même procédé, c'est-à-dire par capillarité, en déposant un petit peu, ça va s'infiltrer au niveau des pigments. Et une fois sec, les pigments seront pris dans une espèce de, je vais pas dire un vernis, mais puisqu'en fait il n'y a pas de vernis, mais disons que les pigments sont scellés sur le modèle en fait. Donc on va le faire tout de suite.
À savoir que ce produit, en fait, plus... si je chauffe dessus, forcément, les pigments se barrent. Donc voilà. Donc ce pigment, ce liquide est un peu moins justement liquide que l'essence F. Donc il se diffuse un peu moins facilement. Mais il aura l'avantage de fixer définitivement les pigments. Donc ce qu'on peut faire, si jamais on trouve que l'effet n'est pas assez évident, marqué, on peut toujours saupoudrer à nouveau des pigments par-dessus. Et bon, là j'ai pris la même teinte, mais on pourrait faire plusieurs épaisseurs et plusieurs teintes. Bon, sachant qu'une fois que les pigments sont fixés, on ne peut plus les enlever. Donc si vous avez trop chargé votre pièce, à moins de la passer à l'acétone et donc de la mettre en péril, vous n'allez pas la récupérer. Donc voilà. Donc ce produit fonctionne bien. Ensuite, il y a un produit qui est peut-être moins cher et qui est plus accessible, mais qui est peut-être plus difficile à trouver. Je ne sais pas, en fait, c'est un fixatif pour pigments, pour pastel, donc qui est pour artistes, donc qui existe en bombe aérosol, mais qui, en l'occurrence sur nos modèles ne fonctionnera pas parce que la bombe aérosol avec la propulsion va faire partir toutes les poudres de pastel, mais que vous allez utiliser en fait de la même manière. Je vais le faire sur une autre pièce. Ouais. Donc voilà. Et donc on va la déposer exactement de la même manière. Et ça va vraiment fixer les pigments. Voilà. Alors s'il y a quand même une petite différence avec l'essence F, en fait, c'est pour ça que j'utilise encore et toujours l'essence F, même si c'est fragile, c'est que là on s'aperçoit que les pigments en fait ne sont pas restés en place. Enfin, ils sont restés en place, mais on a l'impression qu'ils ont été dilués dans le produit en fait. Ils n'ont pas gardé la même consistance de poudre d'amalgame que sur l'essence F en fait. Donc on peut en retapoter dessus pour donner un peu plus de matière. Mais on n'a pas du tout le même résultat. Je vais le faire rapidement à l'essence F pour qu'on voit tout de suite la différence. Voilà. C'est-à-dire qu'on a utilisé à peu près le même procédé et on voit quand même qu'il y a une différence au niveau de la texture de surface en fait des pigments. Même si ici j'ai utilisé donc du fixatif pour pastel, ça serait la même chose avec le Sand Gravel Fixer. Et avec l'essence F, par contre, on a une texture qui est exactement celle qu'on a déposée. Alors, il y a une autre possibilité, je le dis rapidement, mais on ne va pas la montrer, c'est de rajouter du Gloss Coat de chez Humbrol à l'essence F. C'est un intermédiaire entre les deux, on va dire. Ça marche bien, ça mixe un peu moins les pigments qu'avec le fixatif pour pastel ou le Sand Gravel Fixer. Et ça marche voilà, un peu moins bien qu'avec l'essence F pure. Mais voilà, là ça permet de maintenir les pigments en place et d'éviter qu'ils soient fragiles après aux manipulations. Donc voilà, donc on peut faire ça sur l'ensemble du bas de caisse, sur le train de roulement, et de la même façon sur les chenilles. Donc là en fait on ferait la même chose sur tous les flancs de caisse, sur le dessous des garde-boue. Et après on peut s'amuser aussi avec une brosse à dents ou un vieux pinceau plat à faire des projections sur l'arrière du véhicule de façon à faire des amoncellements de boue, de projections de boue. Voilà.